Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jean-Louis Martin. Bonjour. Donc Jean-Louis, directeur de recherche au CNRS, alsacien, Oui. le parle couramment. Oui. 65 ans, une fille dans ses traces, qui suit ses traces. Non, tu suis ses propres traces, mais il y a un petit peu de recouvrement. Donc école d'agro, a fini ses études, écologue. Alors votre truc, c'est comprendre l'équilibre des écosystèmes. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est comprendre comment les communautés animales et végétales fonctionnent ensemble. Voilà, ça s'appelle les réseaux trophiques. C'est un petit peu les interactions entre les espèces et qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le fonctionnement de la nature en les étudiant. Voilà, alors vous avez étudié l'ornithologie, Oui, les oiseaux, les les loups, les cerfs, et l'utilisation des terres avec un suivi sur 40 ans. C'est bien ça? Oui, sauf... Bon, j'ai pas étudié les loups, pour être honnête. J'ai étudié les cerfs, et en étudiant les cerfs, j'ai commencé à comprendre le rôle que pouvaient jouer les loups dans l'équation. Parce que quand ils sont pas là, les cerfs mènent la danse. Voilà. D'accord. C'est un petit peu ça. Donc il faut des loups pour réguler un peu les cerfs. C'est un petit peu, oui, si vous n'avez pas de loups, vous avez des cerfs qui vous mangent tout ce qui pousse, et donc vous avez un monde qui devient plutôt brun que vert. Donc vous avez travaillé aussi sur la diminution de la taille des champs et des surfaces agricoles. Voilà, et vous m'avez dit quand les gens s'opposaient au remembrement, ils avaient raison. Oui, c'est un petit peu, effectivement, c'est un projet qu'on vient de terminer, donc ça c'est une autre piste sur laquelle j'ai travaillé avec des collègues, c'est sur agriculture et biodiversité. Et ce qu'on a montré dans un projet qui regroupait 8 régions, 7 en Europe et une au Canada, on avait appliqué exactement les mêmes protocoles d'études. On a montré que quelle que soit la région, que ce soit en Méditerranée, dans le nord de l'Allemagne, en Angleterre, au Canada, si vous diminuez la taille des parcelles, vous augmentez la biodiversité sauvage et en particulier des services que rendent les pollinisateurs ou certains insectes à l'agriculture. Ça, c'était quand même un joli résultat et qui, effectivement, quand les gens s'opposaient au remembrement, où on a fait un bocage avec plein de petites parcelles, avec des grandes parcelles aptes à recevoir des gros tracteurs, ces gens qui s'y opposaient n'avaient peut-être pas tout à fait tort. Voilà, donc au niveau politique, vous pensez qu'il faut réduire les émissions de carbone? En tant qu'écologue, oui, on va pas essayer de les... Vous avez signé, j'ai entendu dire que vous avez signé même des lettres aux ministres, pour les ministres, dans ce sens ou... On a effectivement, alors donc ça c'est dans le cadre de mes activités avec la Société française d'écologie et d'évolution, qui est une société savante. On a fait une démarche qui a fédéré l'ensemble des sociétés d'écologie de la planète pour, à l'époque de la COP21, pour essayer d'insister sur la nécessité de faire quelque chose. Et donc ça c'était un effort collectif qui effectivement nous a amené à correspondre avec l'Europe et le gouvernement français. Voilà, au niveau des sports, donc vous vous déplacez à vélo, donc c'est bien pour l'empreinte carbone. Vous marchez, vous faites du ski nordique, vous voyagez, du kayak dans les lacs, des randonnées en Finlande. Vous aimez la lecture, les livres d'enjeux. Voilà, vous avez des passions, le jazz, la photo, mais surtout la nature. Oui, c'est vrai que j'ai une passion pour la nature. Voilà, donc voilà, qualité, curiosité, travailleur, patient, persévérant, défaut insupportable. Vous n'avez pas l'air insupportable. Oui, je suppose qu'effectivement, il y a peut-être pour certaines personnes, je peux être insupportable, mais je pense qu'on peut tous l'être à un moment ou à un autre. Vous l'avez remarqué? Oui. C'est un sujet d'étude. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se passionnent pour ça. Effectivement, non, mais il y a des... ça me fait penser à un livre que j'ai lu justement qui est assez intéressant et qui a un titre en anglais qui veut dire que je traduirais des erreurs ont été faites, point de suspension, mais pas par moi. Et c'est un livre qui nous apprend beaucoup sur notre psychologie. D'accord. Sur notre capacité à reconnaître nos bêtises. En anglais, c'est quoi? Mistakes were made, but not by me. Ok. Bon, donc on va commencer avec la une du 861 de la Glorieuse.
Donc on revient sur le refus de location de salles pour des meetings politiques. La polémique enfle. Voilà, c'est le titre du journal. Donc d'aucuns se sont moqués un petit peu de ça en faisant le parallèle avec la médaille que Poutine a donnée à Philippe Sorel et peut-être des conseils sur ses opposants. Voilà, alors page intérieure, la diagonale du vide, donc on revient aussi sur un sujet important, les territoires oubliés de la République et quels sont les territoires oubliés aussi dans l'Hérault, autour de Montpellier. Vous savez, cette espèce de banane qui va de Verdun, je ne sais pas où, là, qui traverse la France par le centre. On l'appelle la banane bleue, il paraît. Vous savez pourquoi? Non. Moi non plus. Je connaissais l'orange bleue, mais... Ça s'appelle la banane bleue. Ben, vous le lirez dans l'article. D'accord. Je m'en souviens plus. Voilà, ensuite, réunion, sondage, comité Paris. On revient sur le maire de Montpellier, presque en marche. Voilà. Des choses se décantent petit à petit. Donc Jean-Louis, je peux vous appeler Jean-Louis? Oui. Donc, est-ce que la satire est pratiquée au CNRS ou est-ce que c'est une activité trop sérieuse pour que des gens sérieux comme vous la pratiquent? Non, je pense que il y a une bonne dose d'humour au sein de nos collègues, mais probablement dans les mêmes proportions que en dehors de la recherche. Mais c'est vrai que oui, non, c'est bien, la satire peut être une façon de communiquer et de réfléchir aussi. Que pensez-vous de la fièvre autour du vélo qui s'est emparée de Montpellier? Oui, mais c'est une fièvre qui n'a pas été soudaine quand même. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui étaient de sincères cyclistes à Montpellier, mais effectivement, il y a eu quelques petits événements qui ont fait qu'ils se manifestent un peu plus. Et je pense aussi que c'est l'évolution, la ville grandit. Il y a quand même pas mal de gens qui ont compris qu'utiliser un véhicule à moteur pour essayer de se déplacer était un investissement en temps colossal et qu'il y avait des moyens beaucoup plus rapides, beaucoup plus agréables de se déplacer dans cette ville où il pleut tout le temps. Alors, une erreur peut-être pas. Donc, je veux dire que par rapport à Copenhague, on est plutôt privilégié. Donc il y a des marges de progrès colossales à Montpellier. Comment ils font les gens à Copenhague alors? Ils prennent leur vélo. Alors eux, ils ont quelquefois des embouteillages. Ce qui se passe, c'est qu'à Copenhague, les pluies sont petites. Oui, c'est vrai que quand et irrégulières. Oui. Donc vous-même, vous effectuez les placements à vélo? 100% pratiquement, oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez là à ceux qui disent, voilà, la France émet en gros 1% des gaz à effet de serre. Si on baisse le niveau d'émission de 30%, ce qui serait exceptionnel, on sera quand même pollué par tous nos voisins. Oui, mais je pense que de toute manière, le problème est tel que tout effort ne peut être que bénéfique. Et surtout, je pense que la France a quand même souvent des ambitions d'être exemplaire, d'avoir une vocation universaliste. Et donc, je pense que si la France faisait un effort absolument colossal dans cette lutte contre le changement climatique, ben, peut-être qu'elle pourrait aussi donc entraîner d'autres pays dans le sillage. Voilà, donc vous êtes directeur de recherche du Centre national de recherche scientifique. Oui, je suis directeur de recherche au Centre national voilà, de recherche scientifique. Donc vous êtes écologue, ornithologue, spécialiste de la restauration écologique. Vous dirigez donc le plus grand laboratoire d'écologie du pays avec 200 chercheurs. Oui, on peut dire ça pour résumer? On ne peut pas tout à fait dire ça. Mais où se trouve-t-il Je suis encore directeur adjoint du laboratoire, mais la direction du laboratoire est assurée aujourd'hui par ma collègue Marie-Laure Navas et était assurée par Richard Joffre. Donc voilà, directeur de recherche au CNRS, déjà ça veut dire simplement que vous dirigez des recherches, vous êtes habilité à encadrer des jeunes chercheurs, des doctorants. Vous dirigez combien de jeunes chercheurs? C'est en général, vous en dirigez, il y a une limite, on n'est pas autorisé à en diriger trop en même temps, ce qui est probablement assez sain. Donc moi j'en ai dirigé dans ma carrière une dizaine de doctorants, 12 doctorants, puis d'autres étudiants. Comment expliquez-vous que si peu de Montpelliérains sachent que l'université de Montpellier a été classée première en recherche en écologie dans le classement de Shanghai?
Bon, peut-être que c'est peut-être pas une nouvelle qui fait partie qui est centrale dans leurs préoccupations. Ça se sait dans le domaine universitaire, ça se sait. Donc voilà, ça montre quoi? Ça montre que Montpellier, aujourd'hui, dans différents organismes d'ailleurs, a énormément de chercheurs qui s'intéressent aux problèmes d'écologie, hein, de différentes manières. Donc c'est cette très grande masse de gens qui font du bon travail, qui expliquent ce classement. Mais il y a d'autres très bons laboratoires en écologie en France. Et donc, voilà, avec qui on travaille. Quelle est la différence entre un écologue et un écologiste? Bon, clairement, un écologue, c'est quelqu'un comme un ornithologue, c'est quelqu'un qui travaille en écologie, la discipline scientifique qu'est l'écologie. Quelquefois, c'est également, le mot écologiste est aussi utilisé pour ces gens-là, mais écologue, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Écologiste, il peut y avoir une ambiguïté, puisqu'il y a des gens un peu, voilà, qui font de la politique et qui ont l'étiquette écologiste, comme d'autres ont l'étiquette socialiste. C'est comme sociologue, socialiste, voilà. C'est sociologue, il n'y a pas de confusion possible. Est-ce que les écologistes sont des bons écologues? Bah, les écologistes, non, c'est pas forcément de bons écologues. C'est pas en tant que, je veux dire, en tant que écologue, en tant que chercheur ou en tant que spécialiste de la science. On peut être contemplatif et pas avoir de connaissances scientifiques sur l'écologie très poussées, mais être écologiste parce qu'on est conscient des limites de la biosphère et qu'il y a peut-être des choses qu'il faudrait faire autrement. À partir de quand on est écologiste? À partir d'où? À partir de quel intérêt qu'on porte à la nature? À partir de écologue ou écologiste? Écologiste. Je pense qu'aujourd'hui, c'est suffisamment diversifié pour que ce soit relativement, ou pas nécessairement connecté à une passion pour la nature. Très bien être, je pense qu'on peut être urbain et écologiste en disant, ben, il y a la pollution, il y a le changement climatique, qui ne sont pas des problèmes de connaissance de la nature. Est-ce qu'il y a des curseurs, par exemple? Est-ce qu'à partir du moment où on ne jette pas de papier par la fenêtre dans la nature, on peut considérer qu'on est un bon écologiste? On peut considérer qu'on est bien élevé. On n'est pas forcément un bon écologiste. Et si on ramasse les papiers? Là aussi, on peut considérer qu'on est très bien élevé et qu'on a un certain sens civique. Est-ce que les universitaires sont entendus à Montpellier? Tendus? Entendus. Entendus. Est-ce qu'ils sont entendus à Montpellier? Je pense qu'il y a qui sont... Oui, je pense qu'ils sont entendus parce que c'est quand même une partie importante de l'activité montpelliéraine. Et aujourd'hui, je pense que ces enjeux, notamment environnementaux, concernent directement la façon de gérer l'environnement, que ce soit urbain, que ce soit périurbain. Donc c'est forcément un enjeu. Hein. Et puis aujourd'hui, même d'un point de vue légal, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont imposées. On voit qu'il y a des plans climat qui se mettent en place. Ça, c'est la loi qui le demande aussi. Après, qu'est-ce qu'on met dedans? Ça c'est un petit peu là. Localement, là, une interaction avec la recherche peut peut-être... C'est quoi un plan climat? Les plans climat, un plan climat, c'est un ensemble de mesures que les collectivités sont censées prendre pour réduire leur émission de gaz à effet de serre ou pour limiter l'impact du réchauffement climatique. Donc, soit en termes de correctif, soit en termes de préventif. Que pensez-vous du traitement des déchets à Montpellier et de cette fameuse usine de méthanisation? Est-ce que vous avez suivi le dossier? Très franchement, vraiment de très loin, et donc je n'ai pas vraiment d'avis compétent là-dessus. Le principe de la méthanisation, c'est d'utiliser des déchets pour faire du combustible. Donc ça, sur le principe, c'est louable. Après, entre le principe et l'application, il faut que la machine marche bien, quoi. Mais je n'ai pas vraiment suivi le dossier. Vous avez un regard là, sur la nouvelle gare là, qui agite beaucoup les écologistes? La nouvelle gare, c'est pas franchement ma tasse de thé. Très franchement, moi j'ai décidé d'habiter à Montpellier pour permettre de rejoindre les transports en commun, la gare par exemple, en quelques minutes à vélo.
Et j'avoue que la nouvelle gare ne rentre pas vraiment dans le périmètre immédiat d'accessibilité. J'ai eu l'occasion, contraint et forcé, d'y accompagner quelqu'un. Enfin, c'est un sacré itinéraire. Donc, Vous n'êtes pas perdu? non, mais j'étais bien accompagné pour ne pas me perdre. Et sur la nécessité de construire un nouveau stade de football, qu'en pense un écologue? Oui, je n'ai pas vraiment d'opinion très nette parce que je ne suis pas vraiment branché football. Donc, s'il y a un stade qui existe et qui peut remplir la fonction de stade de football, on peut peut-être, par sobriété, décider de se contenter de ce qu'on a. D'accord. Parce que parfois il est inondé, vous savez, la crue décennale. Oui, mais voilà, moi j'habite dans un endroit où on peut de temps en temps se faire inonder parce qu'il y a un ruisseau qui déborde, mais ça arrive une fois tous les 10 ans. Et tous les jours, je profite du voisinage de ce ruisseau avec ses oiseaux, ses insectes et autres batraciens. Autre lieu d'écologie, le jardin zoologique de Montpellier a été construit là sur un espace attribué par des bienfaiteurs, à condition que les espaces verts soient respectés. Estimez-vous que leur volonté a été respectée? C'est vrai que ces derniers temps, je n'y suis pas beaucoup allé. J'ai beaucoup fréquenté il y a quelques années et j'ai trouvé que c'était effectivement quelque chose de très riche pour les Montpelliérains de pouvoir accéder à cet espace, que ce soit le bois de Montmort, que ce soit le jardin zoologique, gratuitement. Alors, par contre, récemment, effectivement, il y a eu des changements qui ont été imposés par la lutte contre l'incendie, qui ne sont pas forcément favorables à la biodiversité, puisque en fait le bois de Montmort et le jardin zoologique se caractérisaient en été, au printemps, par une très forte population de rossignols qui remplissaient l'espace sonore de leurs champs, et en hiver par une très forte population d'hivernants, de rouge-gorge hivernants, qui remplissaient aussi les matins et les soirs de leurs petits champs. Et du fait de la lutte contre l'incendie, le sous-bois, qui était l'habitat l'habitat favorable à ces espèces, a été fortement limité par du débroussaillage. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, d'un point de vue de ces espèces-là, a été plutôt négatif. Après, bon, il y a des impératifs de sécurité qui rentrent probablement dans l'équation. Selon vous, est-il possible d'éviter les incendies en coupant plus d'arbres? En coupant plus d'arbres. Ou moins d'arbres? Je pense. Est-ce qu'il faut couper des arbres? Pour limiter les incendies? Oui. Non, pas nécessairement, en fait, parce qu'il y a des forêts qui supportent bien les incendies et qui, en fait, sont des forêts qui sont dominées par des arbres, mais où le sous-bois doit être brûlé régulièrement. Je ne pense pas que ce soit le cas chez nous, mais je pense que la gestion du feu, c'est un enjeu compliqué quand on a justement des maisons qui s'installent dans les arbres. Donc là, vous avez un enjeu. Vous avez des parties de la périphérie de Montpellier qui sont donc boisées, ce qui est très agréable pour y habiter, mais qui, en cas d'incendie, créent un enjeu absolument colossal de sécurité, quoi. Il n'y en a pas beaucoup quand même de maisons dans les arbres. Si vous prenez ça littéralement dans les arbres, non, ce que je voulais dire, c'est de maisons en forêt. Si vous allez au nord de Montpellier, il y a toute une partie oui, c'est vrai. qui a été installée dans la forêt de l'habitat. En votre qualité d'écologue, que pensez-vous des... Alors les deux sujets là, qui ont touché l'écologie directement ou indirectement ici. La première chose, c'est les papillons des palmiers qui ont tué presque 80% des palmiers dans la ville. Oui. Voilà. Et le deuxième? Et le deuxième, bon, c'est depuis quelques années le retour là, du moustique tigre qui pullule. Et ça pourrait pas être mieux combattu par les services de démoustication? Alors pour le palmier, bon, le palmier c'est une espèce qui est introduite, donc là on a une deuxième espèce qui arrive et qui lui règle son compte dans un contexte où il n'y a pas de mécanisme de contrôle qui permet de contrôler le papillon, un mécanisme naturel, ce qui est souvent le cas dans les zones d'origine. Pour ce qui est du moustique tigre, c'est
un peu plus compliqué parce qu'en fait, le moustique tigre est un moustique urbain. C'est pas du tout le moustique que vous allez rencontrer en Camargue. Et deuxièmement, son habitat, c'est des... Voilà, vous avez une petite coupelle avec de l'eau et votre moustique, il est capable de faire son cycle très rapidement, quelques jours, dans ces choses-là. Donc en fait, la meilleure lutte contre le moustique tigre, c'est les uns dans nos maisons, dans nos jardins, dans nos balcons, d'éviter d'avoir de l'eau qui s'accumule. Donc par exemple, si vous avez un pot de fleurs avec une coupelle en dessous qui se remplit d'eau, c'est pas très bon pour récupérer du moustique tigre. Donc c'est vraiment un moustique où la lutte se fait chacun chez soi, quoi, pour limiter son développement. Il ne se trouve pas dans les cours d'eau, dans les... Quel est votre regard sur la politique d'urbanisation à Montpellier? La politique d'urbanisation, elle pose des problèmes à tout le monde, je pense, y compris aux gens qui déterminent la politique, puisqu'on grandit, c'est un des plus forts taux de croissance. Donc on se retrouve pris dans une sorte de dilemme entre utiliser de l'espace pour construire, donc ça c'est voilà, en perte de l'artificialisation des terres, ou alors on densifie, mais Montpellier est une ville qui est extrêmement verte du fait surtout de ses jardins privés, et donc en densifiant, vous remplacez des villas par des immeubles, et donc vous diminuez la quantité de verdure, donc vous allez diminuer la capacité à cette verdure de diminuer la bulle de chaleur, et donc c'est un problème assez difficile à résoudre, et je pense que les services d'urbanisme savent très bien qu'ils sont pris dans un étau dont l'équation est difficile à résoudre, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce stade-là, si on pouvait arrêter de grossir, ce serait déjà un premier progrès. Mais ensuite, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous densifiez ou montez en hauteur si vous voulez loger les gens. D'accord. Donc, vous avez vu, là, dernièrement, la Montpellier a été première ville verte de France. Première ville fleurie, enfin pas fleurie. Non, c'était verte, mais je pense que c'était justement lié à ça. Je pense que ce qui avait été fait, c'était un travail assez... Donc, est-ce que, selon vous, est-ce que les jardins privés, les gazons et les voies de tramway devraient être intégrés dans le calcul des espaces verts à Montpellier? Dans l'étude que vous signalez, je pense qu'ils ont été... Oui, c'était le cas. Donc, je pense que de toute façon, ce qu'il faut... C'est pas une question d'espace vert, de jardin privé, c'est de comprendre la végétalisation de la ville dans son ensemble. Et donc, par exemple, on peut aider les gens à s'occuper de leur petite partie de jardin en y mettant des plantes qui sont favorables, par exemple, à la biodiversité locale, en utilisant de la végétation locale. Et donc, essayer de comprendre aussi, aussi de voir quelle est la dynamique. Effectivement, c'est la ville la plus verte voilà, aujourd'hui. Comment c'était il y a 10 ans et est-ce qu'on peut anticiper ce qui va se faire quelle va être la dynamique dans 10 ans. Et donc, il faut essayer d'anticiper les mesures correctives parce que la végétation, ça fait baisser la température aussi. Les Verts, là, ont un grand projet de forêt urbaine. Vous êtes au courant? Oui, j'en ai entendu parler. Et planter 500 000 arbres. Qu'est-ce que vous en pensez? Planter 500 000 arbres, c'est probablement toujours une bonne idée, mais l'expérience prouve aussi c'est qu'il faut s'arranger pour que ces arbres ensuite survivent. Et ça, c'est une difficulté qui est rencontrée d'ailleurs par les gens qui gèrent les espaces verts à Montpellier, c'est que vous avez un contrat de plantation, mais ensuite vous avez ici quand même des épisodes de sécheresse, et donc la difficulté, c'est souvent de maintenir ces arbres vivants. Après, il y a aussi une façon de faciliter la prise de ces arbres, c'est de planter des tout petits arbres, alors qu'on a plutôt tendance à planter de grands arbres, donc ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'installer. D'accord. Mais c'est sûr que ça donne plus l'impression qu'on a fait quelque chose. Planter 500 000 arbres, on les plante où? Ça, il faudra leur demander, moi je ne sais pas. Vous n'avez pas une idée? Non, je ne l'aurais pas demandé. Non. 500 000, ça fait beaucoup. Oui, mais... ça fait combien d'hectares? Aucune idée. Ça dépend comment. Ça dépend si on plante serré ou pas. Ben voilà, parce qu'il y a eu notamment, il y avait un travail de plantation quand on va vers l'aéroport il y a 30 ans où ils ont planté des pins hyper serrés. Au bout de 20 ans de croissance, il a fallu en enlever la moitié, ou c'est pas une proportion, ce que font les forestiers, un petit peu de façon. D'accord. Typique, mais bon.
Est-ce que vous estimez que Montpellier mérite son label de capitale de la biodiversité? En termes de recherche sur la biodiversité, oui, probablement. En termes de label, je pense qu'il y a eu des efforts, il y a eu toute une réflexion qui a un petit peu, il y a quelques années, où il y avait tout un travail de réflexion sur la biodiversité à Montpellier, où il y avait pas mal de mesures qui étaient prévues, mais ça c'est un petit peu son élan, ça s'est un peu arrêté apparemment, et je pense que ça ce serait une bonne chose de réactualiser ça. Donc Montpellier a des atouts, mais je pense que dans ces domaines-là, comme dans tous les domaines, ce qui est important, c'est le résultat, quoi. Est-ce que vous pensez que l'écologie peut être politique? Est-ce que l'écologie politique, c'est pas un peu clivant? Si on s'en tient à la définition de l'écologie, qui est la science des interactions, l'écologie devrait être moins clivante que d'autres formes politiques, puisque c'est une discipline où on s'intéresse à comment les choses interagissent. Et l'écologie, c'est un petit peu, l'écologie en scientifique dans les communautés vivantes, c'est un petit peu les compromis qui sont faits. Donc d'un point de vue, je pense qu'aujourd'hui, ce serait probablement une erreur d'être clivante parce que les enjeux sont tels. En fait, les enjeux sont partagés. Donc partagés, ils sont transversaux, hein, ils sont complètement transverses. Je ne pense pas qu'il y a... En fait, il faudrait qu'elle soit partout, vu les défis qui sont à relever. Donc je pense qu'en fait, l'écologie devrait être un petit peu, au même titre que la sécurité des personnes, la santé, l'éducation, un enjeu qui est transversal et qui devrait préoccuper l'ensemble de la classe politique. Et cet enjeu transversal, aujourd'hui, il est au cœur? Est-ce qu'il est déjà au cœur? Est-ce qu'il est déjà au cœur, oui. Pas assez pour répondre de façon pertinente aux défis qui sont posés, mais beaucoup. Je pense qu'en tout cas, il y a aujourd'hui, si on écoute la radio, c'est très difficile d'écouter la radio pendant 1 heure sans qu'un de ces enjeux soit mis en avant. Donc il y a des choses qui changent, mais le défi est colossal. Et vous, en tant qu'écologue, vous êtes un peu les éclaireurs des écologistes? Je ne sais pas si on est des éclaireurs, mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que je dis régulièrement, c'est qu'il y a un siècle, faire de l'écologie, c'était uniquement une affaire de curiosité et de passion. Aujourd'hui, c'est toujours une affaire de curiosité et de passion, mais c'est aussi une source d'inquiétude. Et que donc, que ce soit une science de l'alerte aujourd'hui, oui, je pense que... Mais c'est, je pense, une science de l'alerte pour l'ensemble de la société. Très bien. On va terminer donc par la question chapeau. S'il vous plaît, vous choisissez. La question chapeau est: quel peut être un grand projet Écologique. Projet, oui, c'est répété 2 fois pour être sûr. Un grand projet écologique pour Montpellier. Oui. Donc un projet. Ah, excusez-moi, j'ai écrit le grave. Un grand projet écologique pour Montpellier. Excellente question. Je pense que... Merci. En fait, non. Je pense que justement, on parlait de plan climat, mais je pense que ce qui serait un grand projet écologique pour Montpellier, c'est d'arriver à associer l'enjeu biodiversité et l'enjeu climat dans une politique urbaine qui permette à la fois de limiter notre empreinte carbone, mais ça c'est Montpellier, voilà, c'est vertu d'exemple, mais également limiter donc tout ce qui est cet effet thermique. Mais par contre, un gros projet. Mais il y a un autre projet donc, qui est écologique, mais dans le sens urbain, donc pas tellement biodiversité, voire climat, c'est un plan puisque moi je suis cycliste, c'est sûr qu'il y a un potentiel sur Montpellier pour rendre la ville, je pense, beaucoup plus vivable, beaucoup en favorisant ces modes de transport-là. Le cycliste, en fait, souvent est accueilli par les non-cyclistes. Vous avez du courage, vous êtes venu à bicyclette, vous avez du courage.
Et il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que la véritable réponse, c'est qu'en fait, moi, il me faut beaucoup de courage pour prendre un véhicule, parce que je sais quand je pars, je sais pas quand j'arrive, je sais pas ce que je fais de cette machine, je maîtrise plus rien du tout, je peux être coincé quelque part. En bicyclette, c'est la liberté, c'est le mouvement. Ça, c'est déjà un grand projet où on peut faire des choses qui sont tout à fait à la mesure de ce que peut faire une ville, qu'on maîtrise de A à Z. Le climat, on ne le maîtrise pas de A à Z, de loin. Donc vous êtes plutôt pour un grand plan bicyclette qu'une forêt urbaine de 500 Non, 000 j'ai arbres. pas dit que j'étais contre la forêt urbaine. Je pense que végétaliser la ville, alors moi, je ne connais pas ce projet, mais donner de la place à l'arbre, diminuer peut-être la place de la voiture pour augmenter la place de l'arbre dans la ville, ça ne peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique pour déjà la santé des gens. On a montré que plus les gens boivent du verre, mieux ils se portent, plus vite ils guérissent quand ils sont malades. Ça permet de diminuer la température, ça résorbe énormément de pollution aérienne. Donc il y a énormément d'avantages à mettre de l'arbre dans la ville, partout où c'est possible. Je suis sûr que ça aussi, ça demande de la gestion. Après, les arbres, ça fait des feuilles qui tombent, etc. Ça peut poser des problèmes. Mais clairement, c'est un enjeu, quelle que soit la forme. L'arbre, je pense, est bienvenu en ville. Ça fait de l'ombre, etc. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie également.